Bien, bonjour à tous et merci d'être venus aussi nombreux à ces journées sur la forme qui ouvrent donc les travaux que nous allons mener cette année dans le cadre de la chaire de métaphysique et de philosophie de la connaissance. Je remercie chaleureusement Jean-Marie Chevalier et Benoît Gauthier de cette belle initiative qui va nous permettre d'aborder le concept de forme à partir de plusieurs approches aussi importantes, je pense, les unes que les autres. Vous le savez, en effet, il est d'usage en philosophie de séparer la matière et la forme. De même, nous dit-on que la science se prête mal au singulier, de même la matière se prêterait mal au discours et à la théorie. Aussi est-ce souvent, en tout cas pour la plupart des gens, la forme qui assume l'essentiel de la charge théorique. On lui demande de rendre compte de l'idéalité des essences, de la réalité des propriétés, de l'unité de la substance, de l'individuation, de l'unification du divers, notamment de la perception, sans oublier même la rigueur des démonstrations et la beauté des apparences. Mais au fond, n'est-ce pas là trop lui demander? Parmi les questions qui ne manqueront pas d'être soulevées au cours de nos travaux, on peut déjà repérer quelques-unes de ces questions. Pour commencer, au fond, très bêtement, peut-on parler de forme au singulier? Doit-on nécessairement parler de formes au pluriel? Puisque sous des fonctions aussi diverses que celles que je viens de rapidement énumérer, la notion, peut-on se demander, conserve peut-être assez difficilement un sens univoque. Eh bien, je suis convaincue que les exposés que nous allons entendre cet après-midi et demain permettront d'y voir plus clair dans ces difficultés, telles qu'on en trouve, nous allons le voir, des illustrations dans un certain nombre de domaines que nous allons explorer, de la métaphysique, de la philosophie des sciences, de la philosophie de la perception, de la logique, ou encore essentiellement de l'esthétique musicale. Cet après-midi, nous entendrons 4 exposés et nous terminerons à 18h30. Nous avons une petite modification demain, car le professeur Frédéric Neff ne pourra faire son exposé. Donc, nous retarderons simplement demain, vous pourrez vous lever un petit peu plus tard. Nous commencerons donc à 10h30 avec l'exposé du professeur Michael Esfeld. Ensuite, le programme sera sans changement, tel qu'il est indiqué sur le petit programme que vous avez dû avoir à l'entrée de la salle. Bien, alors, merci encore d'être venus. Nous allons donc tout de suite, je crois, entrer dans le vif du débat. Et j'ai grand plaisir donc de donner la parole tout de suite à l'un des maîtres d'œuvre de ces journées, Jean-Marie Chevalier, maître assistant au Collège de France, qui va nous parler, si je ne m'abuse, des formes logiques aux formes métaphysiques, abstraction ou déduction, une manière certainement de nous offrir le hors-d'œuvre de son livre « L'empreinte du monde », qui va sortir dans quelques jours aux éditions Itac, dans la collection Sciences et métaphysique, dirigée par Mathieu Mulset. Eh bien, Jean-Marie, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci, Madame Tiercelin. En effet, c'est simplement un petit hors-d'œuvre que je vous propose, dans lequel j'aimerais donc m'interroger sur le rôle de la logique en philosophie et plus précisément sur la manière dont il est possible d'utiliser la logique pour parvenir à des thèses ou à des conclusions proprement philosophiques et même plus spécifiquement métaphysiques. Alors, loin d'être l'apanage de la philosophie dite analytique, l'usage de la logique en philosophie caractérise aussi bien Aristote, les stoïciens, la plupart des médiévaux scolastiques, que Leibniz, Kant, Hegel, Peirce ou Husserl. Si on met à part le cas
de l'éthique de Spinoza qui pense son axiomatique sur le modèle mathématique, eh bien, les philosophes qui ont explicitement refusé un fondement logique à leur développement philosophique semblent finalement relativement isolés. On rencontrait parmi eux Épicure, Descartes, certainement Bergson, Heidegger, qui à peu près tous expriment une réaction contre un usage relativement établi. Et à ce titre, le point de départ logique apparaît davantage comme une pratique courante en philosophie que comme une thèse philosophique à proprement parler. Alors les usages logiques, possibles de la logique dépendent bien sûr de la conception qu'on en a. Si on l'entend comme l'ensemble des lois de la pensée, essentiellement les principes d'identité, de contradiction et du tiers exclu, eh bien la logique ne servira qu'à préserver la cohérence de thèse ou d'un système qui lui serait relativement extrinsèque. Comme outil de clarification des conceptions, la logique permet d'éliminer les faux problèmes nés d'un usage rhétorique ou fautif du langage. Mais on peut conférer à ce détour par la pensée formelle bien un rôle plus fondamental. Si certains philosophes prétendent utiliser la logique pour en tirer des vérités sur la nature des choses, bien ce serait parce que nous ne connaissons du monde que ses formes et non sa matière. Le contenu, la matière, les choses ne seraient donc accessibles que via les structures que nous en percevons ou que nous en pensons. Dès lors, nous pourrions connaître les formes du monde qu'au moyen de la pensée formelle, à commencer par la logique. Alors comment fonctionne ce passage de la logique vers la métaphysique, si on admet qu'il est possible, ce qui est un petit peu mon postulat, mon point de départ? Qu'est-ce qui, dans la logique, informe positivement notre connaissance du monde? C'est la question que j'aimerais examiner aujourd'hui. On a donc une sorte d'arbre de la connaissance cartésien qui est renversé, puisque Descartes, en fait, rejette délibérément une certaine tradition. Et beaucoup de philosophes tendraient plutôt à planter des racines logiques en espérant voir sortir de terre un tronc métaphysique, à moins que le tronc ne soit peut-être l'épistémologie, et on aurait, pourquoi pas, des fruits scientifiques sur des branches métaphysiques. Donc ma question est ici, comment faire sortir quelque chose de fructueux, des thèses métaphysiques, à partir de racines logiques qui pourraient sembler stériles? Alors, je vais commencer par examiner cette zone d'ombre de la philosophie, et notamment de la philosophie analytique, qui est la méthode du passage logico-métaphysique. Et comme vous l'avez compris à partir de mon titre, les deux voies que je vais emprunter, que je vais proposer, sont la déduction et l'abstraction. Alors, des formes logiques aux formes métaphysiques, quelle relation établir? Bien, on peut s'étonner d'abord que les philosophes, et notamment les philosophes analytiques, aient assez peu volontiers explicité cette relation, et d'autant moins volontiers qu'ils en ont disertement proclamé l'importance. Alors, bien sûr, ça a été fait, certains ont ouvert la voie, par exemple le Carnap de Laufbau, le Wittgenstein du Tractatus, qui, dans une certaine mesure, n'est rien d'autre qu'une théorie de ce rapport, du rapport entre la proposition et puis ce qui est, avec la célèbre thèse donc, d'un rapport de reflet comme dans un miroir, c'est-à-dire, plus précisément, un rapport d'isomorphisme et de projection. Alors, pour théoriser ce passage du logique au métaphysique, on peut, au risque de simplifier outrancièrement, distinguer au moins trois voies possibles. D'abord, l'hypothèse, qui serait l'hypothèse hegelienne, d'une identité des formes logiques et métaphysiques. Deuxièmement, la thèse selon laquelle les formes logiques contiennent déjà en elles-mêmes, d'une certaine manière qu'il faudrait bien sûr préciser, les éléments susceptibles d'indiquer, de constituer ou de découvrir les formes métaphysiques. Il suffirait donc de donner chair, pour ainsi dire, à un formalisme logique vide et abstrait, afin de retrouver les formes du monde. Une telle foi, une telle entreprise, du moins, c'est ce que Gilles Granger a appelé le complexe de Pygmalion. C'est-à-dire que la logique, science sans objet, eh bien, est par essence tentée de tenir un discours sur les choses. Et c'est ce discours qui conduirait finalement à un discours métaphysique. Enfin, troisième voie possible, la thèse selon laquelle les formes métaphysiques ne résultent pas d'une sorte de remplissage ou d'une incarnation, mais au contraire d'un processus d'abstraction. Cette voie,
semble s'imposer d'elle-même dès lors qu'est précisé ce qu'on peut entendre par forme métaphysique, sur lesquelles je suis jusqu'à maintenant resté délibérément assez vague. Je ne veux pas m'engager sur une théorie des formes métaphysiques, donc je donne simplement quelques exemples de ce qu'on peut entendre par forme métaphysique. Les formes platoniciennes, c'est-à-dire des êtres éternels, immuables, idéaux, dotés de la plus grande réalité, et réellement séparés, c'est ça qui est important, réellement séparés des individus et leur servant de paradigme. Et bien sûr, les formes platoniciennes peuvent être interprétées d'un très grand nombre de façons. J'évoque simplement, pour donner une idée très contrastée, l'interprétation d'Anscombe qui voit des sortes de classes à cette nuance que le principe d'extensionnalité ne s'y applique pas, c'est-à-dire des formes de type par rapport à des occurrences qui seraient les individus, les types par rapport à des tokens, donc la distinction type-token est utilisée ici pour désigner sous le nom de type donc, la forme chez Platon, et à cette interprétation d'Elisabeth Anscombe, eh bien, on pourrait opposer celle de Vincent Descombes qui affirme « les formes ne sont pas des universalia posé anterem, ce sont des individus, puisque la forme est le principe d'individuation, pardon, pas d'individuation, le principe de l'unité des différents individus pluriels qu'elle contribue donc à regrouper. Voilà pour les formes platoniciennes, les formes aristotéliciennes, bien sûr, les formes substantielles, qui sont un principe d'intelligibilité, si bien qu'il ne peut s'agir de formes d'individus, elles sont universelles, donc ce sont des formes spécifiques. Par exemple, Socrate et Platon ont la même forme, qui est celle de l'espèce humaine, et la forme qui est aussi chez Aristote un principe dynamique, une cause formelle, puisqu'une forme n'est jamais que, finalement, le produit, le résultat d'une mise en forme vers la réalisation d'une fin. Donc la cause formelle est associée à la cause finale. C'est une autre manière de comprendre ce qu'on peut entendre par forme métaphysique. Les universaux médiévaux, les universaux contemporains, par exemple, aussi bien, comme ceux qui entrent dans la composition de lois selon David Armstrong, des catégories du réel, les nombres peuvent être interprétés comme des formes métaphysiques, des existentiaux, etc. Donc pour résumer, si l'on refuse de considérer les formes logiques et métaphysiques comme absolument identiques entre elles, ce qui semble en effet assez peu vraisemblable, eh bien on peut voir dans les formes métaphysiques soit le produit d'un remplissage ou d'une application au monde de concepts logiques vides, c'est-à-dire un certain type de déduction à partir de la logique, ou bien au contraire le produit d'un processus de sublimation, de dématérialisation, leur donnant la plus grande généralité, c'est-à-dire le résultat d'une abstraction. Alors, abstraction ou déduction, c'est l'alternative que je pose. N'est-ce qu'une querelle de mots ? Par exemple, si nous partons d'un sujet logique pour admettre, c'est un exemple qui est peut-être pas très satisfaisant, mais admettre à partir d'un sujet logique eh bien, l'existence d'un sujet métaphysique. On pourrait indifféremment décrire ça comme une abstraction, une déduction, peu importe à la rigueur. Mais la querelle n'est pas seulement nominale. Il y a une véritable différence réelle, qui est que la déduction est un raisonnement partant de prémices pour atteindre une conclusion, tandis que l'abstraction est tout au plus une inférence partant de particuliers pour atteindre une généralité. La question du passage du logique au métaphysique peut donc s'entendre en deux sens. Soit, on pourrait dire que ce passage consiste en un certain processus sur lequel on s'entend, la question étant de savoir comment le caractériser. S'agit-il d'une déduction ou d'une abstraction ? Mais c'est une autre question que j'aimerais poser, c'est qu'il y a deux méthodes réellement distinctes. L'une qui abstrait, l'autre qui déduit. Et la question est de savoir laquelle, d'une part, on met en œuvre, question de fait, et d'autre part, laquelle est la bonne ou la meilleure, ou la moins mauvaise, des meilleures, questions de droit. Alors je vais préciser un petit peu ce qu'il en est de la déduction. Pourquoi parler de déduction au sujet de cette dérivation des formes métaphysiques ? Eh bien, l'idée d'une déduction des formes du réel, elle est précisément née du besoin de surmonter les limites de l'abstraction. Jusqu'à Kant, en effet, le meilleur moyen pour obtenir les formes, c'est de les abstraire à partir d'observations empiriques.
Je ne parlerai pas de la controverse entre Locke et Berkeley à propos de la nature du triangle. Qu'est-ce que le triangle? Donc la déduction s'oppose à l'abstraction, d'une part, et bien sûr, d'autre part, à la possibilité d'une intuition ou d'une expérience métaphysique. Il y a, si l'on parle de déduction, il y a une méthode rationnelle pour parvenir à la connaissance métaphysique qui ne suppose pas un état particulier du sujet. Alors, comme vous le savez très certainement, la déduction kantienne est une déduction transcendantale, censée conduire des formes propositionnelles de la logique aux catégories, c'est-à-dire aux formes du jugement a priori, et de là aux structures de l'objectivité en général. Plus exactement, il faut distinguer trois types de déduction: la déduction empirique, la déduction métaphysique et la déduction transcendantale. La déduction empirique montre comment un concept est fourni par l'expérience. La déduction métaphysique valide la table des catégories en démontrant leur accord avec les fonctions logiques générales de la pensée. Et c'est la déduction transcendantale qui, enfin, explique comment les catégories se rapportent aux objets. Alors que la déduction métaphysique assure le passage donc, de la logique des jugements, la logique générale, au concept pur a priori, c'est-à-dire aux catégories de la pensée, eh bien, la déduction transcendantale rapporte ces dernières, les catégories de la pensée, à l'objectivité en général, et en fait donc des catégories de l'expérience. Ce sont donc ces deux étapes de la déduction, métaphysique et transcendantale, qui assurent la transition du logique au métaphysique, métaphysique entendu comme théorie des conditions de l'objectivité. Alors la justification de la possibilité et même de la légitimité de la déduction métaphysique pose un premier problème, puisque de la typologie des propositions, on infère celle des jugements et de là celle des catégories. Comment est-ce possible? Donc la solution n'est pas si évidemment exprimée en fait dans la critique de la raison pure, et peut-être qu'il faut mobiliser une distinction que Kant pose au début de la critique de la raison pratique, celle entre la ratio essendi, raison d'être, et la ratio cognoscendi, la raison de connaître. Les catégories en fait constituent la ratio essendi des formes logiques, et celles-ci, les formes logiques, constituent la ratio cognoscendi des premières. Autrement dit, eh bien, nous parvenons à connaître les catégories de l'entendement par une déduction à partir des formes des propositions, mais ces dernières trouvent leur véritable fondement dans les catégories qu'elles permettent de mettre au jour. La déduction peut donc être dite transcendantale pour autant qu'elle reconduit aux conditions de possibilité de la logique générale. Si la déduction métaphysique s'opère donc explicitement des jugements vers les catégories, eh bien, il existe nécessairement, en retour, une déduction transcendantale qui la conditionne et procède en sens inverse. Alors, comment montrer que les formes abstraites du jugement reposent nécessairement sur des purs concepts de l'entendement qui leur correspondent? Eh bien, puisque les formes logiques sont celles du discours en général, elles sont conditionnées par les formes possibles du sens. Et cela revient à chercher les conditions nécessaires de possibilité du discours en général, et la réponse, Kant le montre, et je ne referai pas la démonstration qui est dans la critique de la raison pure, eh bien la réponse c'est qu'il s'agit des 12 modes d'unification de la table des catégories. Voilà pour la déduction métaphysique. Alors la déduction transcendantale soulève un deuxième type de difficulté. Son but est de démontrer la nécessité des catégories comme condition a priori d'une connaissance des objets d'une intuition en général. C'est le seul mode de déduction possible de la connaissance pure a priori. Alors pourquoi les catégories obtenues par la déduction métaphysique seraient-elles non seulement des concepts purs de l'entendement, mais le fondement de possibilité de l'expérience en général? Eh bien, ce fondement, alors d'une part, il ne saurait se découvrir par l'expérience, puisqu'il pourrait ne s'y trouver que fortuitement. Ce serait une illustration des catégories et non, à proprement parler, une déduction. La déduction transcendantale consiste donc à présenter les concepts purs de l'entendement comme des principes de la possibilité de l'expérience, mais de l'expérience considérée
comme détermination des phénomènes dans l'espace et dans le temps en général. Et c'est là qu'on rejoint les conditions de l'objectivité. Cette déduction transcendantale établit que une telle détermination des phénomènes se tire du principe de l'unité synthétique originaire de la perception, qui est la forme de l'entendement, unifiant les formes originaires de la sensibilité, que sont l'espace et le temps. Voilà, en résumé extrêmement condensé, les deux mouvements de la déduction métaphysique et de la déduction transcendantale chez Kant. Ce ne sont donc pas une, mais deux déductions qui assurent la transition de l'étude logique des formes propositionnelles à la position des catégories et ultimement de la synthèse transcendantale. Encore faut-il comprendre ces déductions non pas comme l'inférence de conclusion, mais comme la remontée à des principes métaphysiques plus fondamentaux, condition de possibilité d'un formalisme logique qui n'en est donc que l'expression superficielle. Les principes transcendantaux en question ne sont, alors certes pas à proprement parler métaphysiques, du moins pas au sens de Kant, mais ce sont des catégories qu'on pourrait qualifier de métaphysiques en un sens plutôt aristotélicien, comme philosophie des éléments ou des vérités premières, finalement comme représentant toute connaissance a priori. Alors je n'entrerai pas dans la question de la nature et de la place de la métaphysique selon Kant, car en fait il y a beaucoup plus grave pour mon propos, qui le mine complètement jusqu'à maintenant, c'est que Kant reconnaît explicitement, au détour d'une phrase, que la déduction, au moins la déduction métaphysique, n'est autre qu'une abstraction. Voici en effet la façon dont il décrit le processus de déduction métaphysique. Je cite, « Si nous abstrayons tout contenu d'un jugement et considérons seulement la pure forme de l'entendement, nous trouvons que la fonction de la pensée dans le jugement peut être reconduite à 4 chefs, chacun d'eux contenant 3 moments. » Ce sont les 12 catégories. L'adéquation entre catégories et formes du jugement est donc prouvée par une abstraction. Il est vraisemblable que la déduction transcendantale soit indemne de ce soupçon, mais donc tout au plus, la voie kantienne conjuguerait une abstraction à une authentique déduction, la déduction transcendantale. Il est donc indispensable d'examiner plus attentivement la voie de l'abstraction. Alors la voie de l'abstraction, j'emprunte cette expression à David Lewis dans la pluralité des mondes. Pour Lewis, la voie ce qu'il appelle la voie de l'abstraction, c'est une attention cognitive pour construire des abstracta, une attention cognitive particulière, qui est une méthode pour construire les classes. Mais ça n'entre pas tout à fait dans mon propos ici. Face à la déduction transcendantale, donc la voie de l'abstraction, elle peut sembler de peu de poids. Mais il va s'agir ici d'une abstraction bien particulière, l'abstraction de l'être, comme on a pu l'appeler, c'est-à-dire abstraction des formes métaphysiques, qui en fait relativement peu à voir avec l'abstraction des empiristes. C'est pourquoi je propose ici de revenir sur quelques évidences supposées concernant l'abstraction, afin de tester les limites véritables de celle-ci. Alors je vous rappelle que l'abstraction, c'est un processus mental consistant à former de nouvelles conceptions à partir de plusieurs objets ou idées, en omettant volontairement certains traits qui les distinguent. Par exemple, on considère un ensemble de choses blanches, puis en ignorant ce par quoi elles diffèrent, en abstrayant ce par quoi elles diffèrent, on parvient à l'idée abstraite, donc, de blancheur, dans la formule de Thomas d'Aquin, qui est considéré comme, sinon le philosophe de l'abstraction, du moins un grand philosophe de l'abstraction, on lit « Abstraire se produit quand nous pensons à une chose sans nullement considérer l'autre ». Alors bien sûr, rien ne garantit que les idées ainsi formées par abstraction représentent ou correspondent à des objets réels. C'est le problème des universaux. Ni même qu'ils correspondent ou représentent des genres d'objets. Et cela correspondrait davantage au problème de l'induction. Alors,
le premier type d'abstraction que j'envisage, avant de passer à l'abstraction propositionnelle puis à l'abstraction précisive, c'est l'abstraction telle que la conceptualise Aristote, l'abstraction aristotélicienne. Donc, aux 3 degrés de la science que considère Aristote, physique, mathématique et métaphysique, et aux 3 degrés de premier principe qui correspondent, eh bien, Aristote fait correspondre 3 degrés dans l'abstraction. L'abstraction a en effet d'abord pour fonction de constituer les principes particuliers à chaque science. Ainsi, l'abstraction physique, qui porte sur la matière individuelle, eh bien, est une abstraction du particulier par rapport à l'universel. Thomas d'Aquin la nomme abstractio totalis car elle produit le concept d'un tout. Par exemple, l'objet, le grave, l'objet physique. L'abstraction mathématique porte sur la materia communis sensibilis, la matière des sens communs, du sens commun, ou la matière qui est commune au sens. Elle abstrait, cette abstraction mathématique, elle abstrait de la matière par rapport à la forme, d'où son nom d'abstractio formalis. C'est véritablement, en propre, l'abstraction formelle. Ce qui fait des mathématiques la science des formes par excellence. Alors il y a eu au cours de l'histoire un débat pour savoir si les mathématiques devaient être définies comme science des formes ou science des grandeurs. Et c'est en effet une caractérisation possible de la science mathématique. Quant à l'abstraction métaphysique, eh bien, elle porte sur la matière indifféremment, sur toute matière. C'est donc l'abstraction la plus générale, tandis que l'abstraction de la science est exclusive en ne portant son attention que sur certains aspects de la réalité. Eh bien, l'abstraction de l'être est inclusive car aucune notion, aucun objet ne lui sont étrangers. En résumé, si tout objet abstrait s'oppose au concret, on peut plus précisément caractériser l'abstrait physique par opposition à l'individuel, l'abstrait mathématique par opposition au non symbolique, et l'abstrait métaphysique par opposition au matériel, en général. Est-ce à dire que la métaphysique ne saurait être formelle? C'est ce qui semble résulter. Eh bien, il faut sans doute distinguer différents types de formels, et donc de formes. Les formes métaphysiques ne sont certes pas formelles au sens d'une symbolisation possible, par exemple susceptible d'un calcul. Mais cela n'empêche nullement qu'elles expriment des structures, une morphologie, aussi bien qu'une perfection des déterminations, au double sens donc de la morphée et de l'idéa, la forme en tant que structure, qui serait plutôt aristotélicienne, et puis la forme comme surplus d'être, perfection de la détermination, l'idéa platonicienne. Malgré cela, le 3e degré d'abstraction, l'abstraction métaphysique, est nettement distinct de la méthode mathématique et donc semble entretenir finalement assez peu de relation avec la logique. Alors cela met-il à mal l'entreprise d'un passage du logique au métaphysique? Eh bien, cette limite, en fait, alors on peut distinguer, si on veut être absolument précis, 2 types d'abstraction au sein de la connaissance métaphysique. Aristote distingue un double degré d'abstraction, la forme obtenue par abstraction conduisant à ce qu'il appelle un eidos enulon, c'est-à-dire une forme impliquant en soi un rapport à la matière, par exemple le Camus par rapport au nez. Le Camus ne peut être que Camus que dans un nez Camus. Et d'autre part, une forme complètement détachée, par exemple le concave. Mais même avec une forme parfaitement détachée de la matière, eh bien, on ne voit pas très bien en quoi elle pourrait être formalisée. La raison en est qu'Aristote pense essentiellement l'abstraction à partir de la perception. Tandis donc qu'une déduction semble possible en partant de formes logiques, l'abstraction s'élève, semble-t-il, seulement à partir du sensible. D'où la proposition d'envisager un type d'abstraction radicalement différent, c'est mon 2e type, non plus l'abstraction objectuelle, mais une abstraction de second ordre, abstraction sur des concepts, l'abstraction conceptuelle. Alors, elle est à peu près née avec Frege, qui la met en place notamment dans le principe de Hume, ce qui est connu comme le principe de Hume concernant l'abstraction des nombres, et puis la célèbre loi 5 des Grundgesetze sur l'extension des concepts, c'est-à-dire des extensions sont les mêmes quand les objets tombant sous les concepts sont les mêmes.
En opérant donc sur des concepts, avec cette abstraction conceptuelle, on échappe à une certaine naïveté de l'abstraction aristotélicienne, dont les produits, toujours des traits de la perception, ne sauraient avoir le statut d'entité métaphysique bien construite ou acceptable. Alors, comme le remarque Kit Fine dans The Limits of Abstraction, cette méthode d'abstraction conceptuelle a été discréditée, mais pour des raisons qui sont finalement difficilement recevables, puisqu'il est vrai que la loi 5 entraîne des contradictions, les fameux paradoxes révélés par Russell, et donc fait s'effondrer l'entreprise frégéenne du logicisme. Mais cela n'entache pas l'abstraction conceptuelle en elle-même. Donc Kit Fine propose, pour sa part, de réhabiliter l'abstraction conceptuelle de manière post-russellienne, comme il le dit, c'est-à-dire en prenant garde à l'émergence d'un certain nombre de paradoxes qui pourraient se résulter d'un certain usage de cette abstraction. Alors, pour ma part, je propose d'observer ce que donnerait une abstraction ayant pour objet des propositions. C'est pourquoi je l'ai appelé abstraction propositionnelle pour l'occasion. En fait, chez Russell, les formes logiques sont des abstractions propositionnelles, ayant la plus grande généralité possible. En effet, la forme logique résulte d'une substitution des constituants des propositions les uns aux autres. Ainsi, Socrate a bu la ciguë et Coleridge a mangé l'opium ont la même forme propositionnelle dès lors qu'on s'aperçoit qu'on peut remplacer ou qu'on obtient l'une des propositions en remplaçant Coleridge par Socrate, manger par boire et opium par ciguë. Il en résulte qu'il est difficile d'isoler une forme logique en elle-même, parce que la notion primordiale, eh bien, c'est celle d'avoir la même forme, plutôt que d'avoir telle forme, au moins dans la mesure où c'est une notion qui est plus facile à reconnaître. C'est même une nécessité que la forme ne se présente que comme communauté de formes, comme même forme, puisqu'elle n'est pas dans la proposition, mais elle n'est pas dans la proposition, mais dans la relation de similarité entre propositions, ou dans la relation plus précisément d'isomorphisme et de projection, qui est donc la thèse à la base de la théorie du Tractatus. Russell a donc énormément influencé la genèse du Tractatus sur ce plan-là. Alors, certes, il y a une circularité apparente dans cette définition, puisque la notion de forme est saisie à partir de celle de même forme. Et quant à la définition de la forme elle-même, Russell reconnaît qu'elle peut paraître également circulaire, puisque, dit-il, la forme est, je cite, « le fait qu'il y a des entités qui constituent les complexes ayant la forme en question ». Ainsi, la véritable forme de la relation ayant la forme logique X, R, Y, X en relation avec Y, eh bien c'est le fait que des complexes ont la forme logique X, R, Y. X est en relation avec Y. Ce qui s'énonce tout simplement, langage naturel, quelque chose a une relation avec quelque chose. C'est ça la forme logique de la relation. Quelque chose a une relation avec quelque chose. Alors l'intérêt de pouvoir énoncer ce fait, c'est que la formule, obtenue par une généralisation maximale de tous les complexes de même forme, eh bien, ne contient désormais plus aucun constituant, puisque X, R, Y sont encore des constituants, et ils ont désormais disparu. Le risque d'une telle méthode ou d'une telle définition de la forme logique, c'est qu'une telle abstraction poussée à l'extrême eh bien, dissipe la pure forme, la forme pure. Du moins, elle semble dissiper la forme logique. Mais ce que Russell n'a pas admis ou n'a pas voulu voir, c'est qu'il obtient de ce fait bien ce qu'on peut qualifier de forme non plus logique, mais métaphysique, ou bien d'une conception extrêmement élargie de la logique, comme en témoigne cette définition, toujours de Russell. La logique est concernée par le monde réel tout autant que la zoologie, quoique dans ses traits les plus généraux et abstraits. Russell va jusqu'à dire du fait quelque chose a une relation avec quelque chose, je cite, « À première vue, il semble avoir une structure et par conséquent ne pas être simple, mais il est plus correct de dire qu'il est une structure. Il s'agit du fait de la relation. Alors en s'élevant à partir des propositions jusqu'à une plus grande généralité, on peut arriver à
eh bien, des propositions générales de ce type. Quelque chose est en relation avec quelque chose, ou pourquoi pas, tout a une raison, ou pourquoi pas, il y a 3 et seulement 3 valences possibles, ce qui serait donc une proposition métaphysique chez Peirce, mais abstraite à partir de généralisation de formes logiques maximales. Ce sont donc des formes qui intéressent le métaphysicien au moins autant que le logicien. Alors peut-être que cette différence entre forme métaphysique et forme logique est trop ténue, trop subtile pour être convaincante. Mais cela inspire du moins l'idée que la forme logique est un type de forme de la réalité, comme semble le suggérer le Tractatus, je cite, « Si la forme de représentation est la forme logique, l'image est appelée image logique. Toute image est, en même temps, image logique. » C'est la proposition 281-182. Donc Wittgenstein semble dire ici qu'une image peut avoir plusieurs formes de représentation, dont une seule serait la forme logique. Et cette dernière n'est pas spécialement vide, pas plus vide que toute autre forme, car pour Wittgenstein, la logique tend toujours vers un contenu. Le processus d'abstraction, d'autres termes, n'est pas une dématérialisation. C'est quelque chose qui est absolument fondamental. L'abstraction n'est pas dématérialisation. Et cette remarque s'applique tout particulièrement à l'expression de l'universalité en logique. Wittgenstein dira dans les carnets que j'énonce quelque chose à propos d'une chose déterminée ou à propos de toutes les choses qui existent, mon énoncé est matériel en même façon. En effet, la forme la plus générale que peut prendre une proposition, eh bien, le Tractatus nous dit, une proposition 4.5, que c'est la suivante. Ce qui a lieu est ainsi et ainsi. Une forme bien peu formelle, pourrait-on s'étonner. Et Wittgenstein rencontre ici les difficultés à exprimer la généralité, qui est pour lui un véritable casse-tête. Il dit « tous », le quantificateur, « tous » semblent être plus près du contenu que de la forme de la proposition. C'est un problème donc lié à la forme de la proposition générale, qui ne semble pas, comme les autres propositions, se composer d'éléments unis dans une forme logique. Wittgenstein dit « elle semble n'avoir aucune forme, mais être elle-même une forme fermée sur soi ». Remarque qui fait écho à celle de Russell. Alors en théorie, la forme propositionnelle absolument générale devrait nous mettre en contact avec une expérience logique, mais cette expérience n'est pas possible, dit Wittgenstein, et peut-être que cette sorte d'expérience transcendante, l'expérience logique pure, eh bien peut-être que c'est cette limite qu'on ne peut dire qu'il faut taire, peut-être qu'il s'agit bien du domaine où l'on entre dans la métaphysique. Cela reste en tout cas une énigme. La généralité doit être formelle, mais Wittgenstein demande comment se fait-il que tous soient un concept de forme, puisqu'il semble, bien au contraire, constitué par l'ensemble de la matière. Wittgenstein découvre donc que la plus grande abstraction qui devait lui livrer la forme logique, eh bien, le conduit au contraire, peut-être, hors de la logique, c'est-à-dire aux confins de la métaphysique. Alors c'est peut-être un tort de la part de Russell et de Wittgenstein que d'avoir refusé de voir que l'abstraction propositionnelle les conduisait au seuil de la métaphysique. Cependant, elle ne mène pas beaucoup plus loin. Et s'il y a une voie vers la métaphysique, on peut espérer qu'elle soit plus directe. Alors Peirce, Charles Sanders Peirce, prétend l'avoir trouvé dans un autre type d'abstraction, l'abstraction précisive, du verbe préscinder, ou précision. C'est un concept médiéval à l'origine, et ici je m'appuie essentiellement sur les analyses de deux grands professeurs qui m'entourent. Je suis un peu gêné de devoir parler de précision devant eux, puisque Claudine Tiercelin et Alain de Libera sont deux grands spécialistes de ce dont il va être question. Alors, la précision, eh bien, Claudine Tiercelin nous dit qu'elle fait, je cite, « sortir aussi bien du strict domaine de la psychologie que de celui des pures distinctions verbales ou logiques, car elle,
toujours citation, nous oriente d'une certaine façon vers le réel. Alors, voyons comment. Eh bien, l'abstraction précisive ou précision permet de contempler une forme indépendamment de la matière, comme lorsqu'on pense à la blancheur, au moyen d'un effort de l'attention. Mais à ce titre, eh bien, elle ne se distinguerait pas beaucoup de l'abstraction hypostatique, qui crée des hypostases, c'est-à-dire qui permet de créer des entia rationis, des êtres de raison, comme par exemple la blancheur ou la dureté. Mais l'abstraction précisive fait plus. Elle permet également de, je cite Peirce, penser à une nature indifférentaire, c'est-à-dire de manière indifférente, ou sans considérer les différences de ces individus, comme lorsqu'on pense à une chose blanche en général. Une chose blanche en général, autrement dit, la généralité visée n'est pas tant celle de l'universel pur que du composé de forme et de matière, pour parler comme Aristote, mais d'un composé qui serait indéterminé, un composé particulier, mais non pas singulier. Alors, Claudine Tiercelin a montré que cette conception est inspirée par la théorie avicénienne de l'essence, qui peut être conçue non seulement dans les choses et dans l'intellect, dans les choses particulières, dans l'intellect de manière générale, mais encore de manière neutre par rapport à ces déterminations. Alors, la méthode d'abstraction précisive, elle a un rôle bien déterminé chez Peirce. Elle est destinée à mettre au jour une nouvelle liste de catégories. Il s'agit d'un pouvoir de séparation plus faible que la dissociation et plus fort que la discrimination, qui sont d'autres degrés donc, de l'abstraction. L'abstraction précisive n'est pas forcément possible en imagination, mais elle est mentale, au sens où l'attention se porte sur un point en négligeant un autre point. Par exemple, l'espace ne peut être dissocié de la couleur, toute portion d'espace étant colorée, mais on peut être conduit à supposer un espace non coloré. Il est vraisemblable que Peirce a été conduit dans cette voie, non seulement par les médiévaux, mais par la théorie de l'association également. Il y a en effet un lien avec la psychologie empirique britannique notamment, en particulier avec James Mill, le père de John Stuart Mill. L'association indéfaisable, selon James Mill, eh bien, explique notre constitution des objets, la manière dont nous constituons les objets. On ne peut pas concevoir de couleur sans surface, par exemple, alors que ce sont des idées qui n'ont aucune connexion nécessaire entre elles. Alors, une telle thèse, qui est une thèse associationniste, a donné lieu à une véritable controverse sur la grammaire des couleurs avant la lettre, pourrait-on dire, notamment avec William Hamilton, qui a tenté de prouver que notre incapacité à concevoir la couleur sans l'extension n'est pas un effet de l'association, mais une nécessité logique, et donc non pas seulement empirique, ce à quoi John Stuart Mill répond que c'est commettre une pétition de principe, puisque l'argument présuppose que la surface de couleur est étendue. Donc il y a eu un débat à ce sujet, dans lequel Peirce est entré plus tardivement, pour en tirer un lien avec les catégories. Quel rapport, en effet, avec les catégories, pourrait-on se demander? Eh bien, peut-être ces distinctions pourraient permettre d'identifier les catégories. Alors, je vais citer un passage de Peirce un petit peu long. Voilà ce que Peirce nous dit. Dans ma première tentative, pour les traiter, il s'agit des catégories métaphysiques, de la nouvelle liste des catégories qu'il entend établir. Dans ma première tentative pour les traiter, j'ai utilisé 3 degrés de séparabilité d'une idée par rapport à une autre. En premier lieu, 2 idées peuvent être si peu alliées que l'une d'elles peut être présente à la conscience dans une image qui ne contient pas du tout l'autre. De cette manière, nous pouvons imaginer du rouge sans imaginer du bleu, et vice-versa. Nous pouvons aussi imaginer du son sans mélodie, mais pas de mélodie sans son. J'appelle cette sorte de séparation dissociation. Il s'agit donc de la première forme d'abstraction, qui est une abstraction par l'attention, et qui se trouve déjà chez les empiristes, chez les associationnistes britanniques du type de John Stuart Mill. En second lieu, même dans les cas où 2 conceptions ne peuvent être séparées dans l'imagination, on peut souvent en supposer une sans l'autre. C'est-à-dire qu'on peut imaginer des données à partir desquelles on devrait être conduit à croire
en un état de choses où l'une est séparée de l'autre. Ainsi, nous pouvons supposer de l'espace incolore, bien que nous ne puissions dissocier l'espace de la couleur. J'appelle ce mode de séparation précision, donc c'est le mode qui nous intéresse. En troisième lieu, même quand un élément ne peut même pas être supposé sans un autre, ils peuvent souvent être distingués l'un de l'autre. Ainsi, nous ne pouvons ni imaginer ni supposer un plus grand sans un plus petit, et pourtant nous pouvons distinguer le plus grand du plus petit. J'appelle ce mode de séparation distinction. Donc le deuxième mode de séparation, la précision, est celui qui nous intéresse. Quel rapport avec les catégories? Eh bien voilà ce que dit Peirce. Or, les catégories ne peuvent être dissociées en imagination les unes des autres. Il n'y a pas de dissociation possible, c'est-à-dire qu'on ne peut les concevoir séparément. La catégorie de premier peut être prescindée du second et du troisième, et le second peut être prescindé du troisième. Mais le second ne peut être prescindé du premier, ni le troisième du second. Alors, tout ça peut paraître assez abscon. Premier, second et troisième sont les catégories de Peirce, 1, 2, 3, et ce sont des catégories qui sont issues de la logique, c'est-à-dire qu'il s'agit de relations à un terme, à deux termes et à trois termes. Il s'agit donc de catégories qui sont extraites de l'analyse de la relation logique. Et ce qui en fait des catégories métaphysiques, ce qui permet de s'abstraire à un niveau proprement métaphysique, est que ces catégories et le rapport de précision, au sens de prescinder, de ces différentes catégories entre elles. La catégorie de premier peut être prescindée du second et du troisième, le second peut être prescindé du troisième, autrement dit, eh bien, il est possible de concevoir, même s'ils ne vont pas ensemble, le premier, le 1 sans le 2 et le 3, de concevoir le 2 sans le 3, mais le second ne peut être prescindé du premier, mais dans le 2, il y a toujours du premier, et dans le troisième, ni le troisième du second, dans le 3, il y a toujours du 2, c'est-à-dire dans une relation trivalente, il y a toujours, au moins, il y a toujours déjà compris deux relata. Alors on pourrait dire, on peut continuer comme ça, on peut dire qu'il y a 4 catégories avec un quatrième terme, 5 termes, etc., et appliquer les mêmes critères de précision. Alors non, parce que justement, on s'aperçoit par l'analyse logique que la précision, l'abstraction, est possible au-delà de 3 termes, mais qu'elle s'arrête à ces 3 termes-là. Autrement dit, c'est la thèse de réductibilité peircienne. Toutes les relations sont réductibles à 3 termes, à des relations à 3 termes, mais la relation triadique est-elle irréductible? Alors la méthode de Peirce ne se contente pas de mettre à l'épreuve des catégories grâce à l'outil de la précision, elle suppose en outre un passage par la phénoménologie, c'est-à-dire l'analyse du phanéron, des formes de l'apparaître. Alors je ne développerai pas ce point, je n'aurai pas le temps, je voulais juste montrer un exemple à partir de la précision des catégories des relations logiques, et je vous renvoie pour cela à mon livre L'empreinte du monde, où je conduis cette analyse sur le terrain phénoménologique également. Le phanéron, lui, peut être analysé également de manière formelle, sans qu'il s'agisse d'une analyse logique, souligne Peirce. C'est une précision qui n'est pas, je cite Peirce, une analyse en éléments existants, mais une mise au jour des catégories constitutives de l'apparaître et de l'être de tout élément d'expérience. Voilà, donc je voudrais conclure en montrant que la méthode du passage des formes logiques aux formes métaphysiques bien contribue d'une certaine manière à repousser le scepticisme, puisqu'elle dit en fait qu'il est inutile de chercher des principes premiers, c'est-à-dire de tenter de fonder la métaphysique dans une axiomatique formelle, ou de justifier ce qui n'a pas besoin de l'être, par une déduction transcendantale par exemple. La logique, dans sa plus grande généralité, offre des formes qui sont en effet déjà des catégories qui peuvent être abstraites vers le réel. Cela repose la question de la double nature de la logique, à la fois science des propositions et science de l'objet quelconque, ou logistique d'une part et méthodologie de l'autre. Et quelle que soit la conception qu'on en a, eh bien, une abstraction sur ces formes, sur les formes de la logique, est possible et contribue
contribue à dessiner des formes du réel. Alors plutôt que d'une abstraction métaphysique à partir du sensible contrôlée par la logique, qui serait la méthode aristotélicienne, eh bien, il s'agirait plutôt d'une abstraction métaphysique à partir de la logique et contrôlée par le sensible. En effet, un contrôle empirique de ces conclusions s'impose, il est indispensable. Dès lors, entre une déduction trop stricte et puis une abstraction empirique qui se rapprocherait d'une induction trop lâche, la voie serait celle de l'abstraction, mais d'une abstraction logique, sur le logique, corrélée aux acquis des sciences. Elle a donc pour fonction essentielle d'inventer les catégories en un sens archéologique, de les découvrir, de les mettre au jour, catégories qui sont validées par l'observation du monde. Je vous remercie.